Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 13 avril. Voici les titres de cette édition. Atout touristique et économique pour les uns, projet néfaste pour l'environnement pour les autres. Le dossier de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer divise. Les élus organisent samedi une réunion publique pour présenter le projet. Le même jour, des opposants ont prévu de manifester. Nous ferons le point sur ce dossier au début de cette édition. Quels impacts les éoliennes en mer auront-elles sur les activités humaines, la faune et les fonds marins ? Les porteurs du projet de parc au large de Noirmoutier et de l'Île-Dieu viennent d'apporter des réponses à cette question. Ils organisaient ce mercredi une réunion publique sur le sujet. Certains habitants s'interrogent sur les conséquences pour le paysage. Enfin, découverte à la fin de ce journal d'une toute nouvelle espèce accueillie au zoo des Sables d'Olonne, le potamochère, un cousin du sanglier originaire d'Afrique. 2 mâles ont été accueillis ce mercredi soir par l'équipe du parc animalier. On ouvre donc ce journal avec un dossier de longue date, le port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer. Plusieurs projets de ce type ont été étudiés au cours de ces 50 dernières années sans aboutir pour le moment. Aujourd'hui, le dossier est entre les mains de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle s'est penchée sur un nouveau projet de port de plaisance. Il prévoit la création sur le site de la Normandelière de 900 places de bateaux et l'aménagement d'une zone de loisirs pour la pratique de la voile. Le détail sera présenté ce samedi aux habitants lors d'une réunion publique. Le jour même, une manifestation d'opposants est prévue à Bretignolles-sur-Mer pour dénoncer les impacts sur l'environnement. Élodie Pépin. Sur le marché de Bretignolles-sur-Mer, le projet de construction du port de plaisance divise. Au niveau de la nature, ça va encore tout chambouler. Ça n'a aucun intérêt, c'est toujours pour les mêmes personnes. C'est toujours ceux qui ont de l'argent, donc non. C'est arrêté par les habitants, je crois. Donc c'est quand même regrettable qu'on ne puisse pas profiter, effectivement, de ce... surtout quand on possède un bateau. Ça peut apporter du dynamisme à Bretignolles et ça peut apporter des emplois. Plutôt pour, mais tout en gardant l'aspect campagne de la commune. Et c'est bien ça le nœud du problème. D'un côté, la mairie veut dynamiser la ville. De l'autre, les opposants dénoncent notamment un impact sur l'environnement. En 2011, la commission d'enquête publique leur avait d'ailleurs donné raison. 6 ans après, Christophe Chabot, le maire et le président de la communauté de communes, n'a pas jeté l'éponge. Il revient aujourd'hui avec un nouveau projet qui, il l'assure, réduit l'impact sur les zones humides. On a fait une modification substantielle du projet en déplaçant les bassins vers le sud. Et donc, au lieu d'impacter 10 hectares sur le plan environnemental, on n'en impacte plus que 1, ce qui est très intéressant. Mais ce n'est pas l'avis des opposants historiques, la Vigie. Car si dans le nouveau projet, le port a été déplacé de plusieurs centaines de mètres, sa construction reste sensiblement prévue dans la même zone. Le bassin décalé est toujours à la même profondeur et touche la nappe phréatique qui est adjacente. Donc ce projet va encore de nouveau poser le problème de condamner à terme de toute façon cette zone humide par ce fait. Et si la Vigie est opposée à la construction de ce port, elle exige également réparation. C'est du saccage. Ce samedi, une manifestation est prévue pour demander la remise en état du plan d'eau et la protection de la dune. 2 zones qui ont été abîmées par les fouilles archéologiques menées il y a 3 ans. Des fouilles qui concernent toujours directement ce projet de port de plaisance. Et après une phase de concertation avec la population, ce dossier de port de plaisance doit être déposé à la préfecture avant l'été. Une réponse définitive de la part de l'État est attendue au printemps prochain. Au chapitre politique, dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle. Il leur reste désormais 1 semaine pour convaincre les électeurs avant le premier tour. L'un des soutiens d'Emmanuel Macron était en visite ce jeudi dans le département. Il s'agit du député européen originaire de la Mayenne, Jean Arthuis. Il a assisté à Bournezeau à la pose de la première pierre de l'usine HP2A. Un projet qui avait séduit Emmanuel Macron lors d'un déplacement en Vendée en août dernier, alors qu'il était encore ministre de l'économie. Jean Arthuis devait ensuite se rendre à La Faute-sur-Mer, à Salertaine et à Chaland pour défendre le programme d'Emmanuel Macron. Je le fais avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que je suis en marche. Parce que j'ai rencontré plusieurs fois, lorsqu'il venait en sa qualité de ministre au Parlement européen, à Bruxelles, à Strasbourg, Emmanuel Macron. Et j'ai très vite compris qu'il mettait l'Europe au cœur de son projet. Parce que nous sommes dans la mondialisation, la globalisation. Que le monde est dangereux, qu'il va falloir l'organiser.
et qu'il faut influencer l'organisation du monde et que seule l'Europe peut y parvenir. Et puis en parallèle de cette présidentielle, les candidats aux élections législatives lancent tour à tour leur campagne. Dernière en date à gauche, Sylviane Bulteau, élue à l'Assemblée nationale depuis 2012. Elle brigue un second mandat dans la 2e circonscription de Vendée, celle de La Roche-Sud. Sylviane Bulteau dit vouloir profiter de sa connaissance du territoire pour porter au niveau national des sujets comme la défense de l'emploi et des services publics. Et lors de cette déclaration de candidature, elle a confirmé au micro d'Arnaud Barrier son engagement socialiste. Écoutez. Je n'ai jamais caché mes engagements à gauche et notamment au Parti socialiste, donc je repars sous cette étiquette. Je crois qu'on gagne toujours à être loyal, honnête et droit et fidèle à ses propres convictions. Ça n'empêche pas d'évoluer, ça n'empêche pas parfois de pouvoir être d'accord avec d'autres qui ne sont pas forcément de son propre camp politique, mais je resterai fidèle à mon étiquette. Dans le reste de l'actualité, le parc éolien des Îles-Dieu et de Noirmoutier, le dossier continue d'avancer. Je vous le rappelle, le projet prévoit l'implantation au large des îles vendéennes de 62 éoliennes capables de produire 1900 gigawattheures par an, soit la consommation de près de 800 000 personnes. La société porteuse du projet déposera dans quelques semaines son dossier auprès de l'État. Auparavant, elle a dû mener toute une série d'études, notamment pour mesurer l'impact de ces éoliennes offshore sur l'environnement. Les résultats ont été présentés ce mercredi soir à Noirmoutier-en-l'Île lors d'une réunion publique. Apolline Laurent. Voici une vue du front de mer de la Guérinière aujourd'hui. Et voici à quoi elle ressemblera demain si le projet de parc éolien offshore au large des côtes vendéennes est mis en place. Depuis 2014, la société éolienne en mer Île-Dieu et Noirmoutier étudie la faisabilité du projet en vue de sa construction. Impact économique, touristique ou encore environnementaux, tout y passe. L'environnement, c'est l'environnement physique, le milieu physique, le sol, les vents, les courants, les sédiments. C'est aussi les compartiments biologiques, donc tout ce que je vous ai cité, les oiseaux, les mammifères marins, le benthos, les chauves-souris. Mais c'est aussi le milieu humain. On parle d'une étude d'impact environnemental, ça comprend aussi le milieu humain. Donc on a analysé l'activité de pêche, l'activité touristique, les activités maritimes de plongée, pêche plaisance, etc. Mais ce sont surtout les animaux qui seront les plus exposés à ces aérogénérateurs de plus de 89 mètres de haut. Sous l'eau, certaines zones seront détruites pour implanter les socles et des oiseaux risquent de se prendre dans les pales. Alors pour compenser ces pertes, des mesures ont été anticipées. On a travaillé sur les orientations des lignes d'éoliennes pour les mettre parallèles aux axes de vol des oiseaux, pour faire en sorte que les oiseaux en vol soient moins perturbés. C'est un site sur lequel on a beaucoup d'espèces présentes à différentes périodes de l'année. Pour autant, on n'est pas sur un site avec une très très forte concentration, notamment d'oiseaux ou de mammifères marins. Donc c'est un parc éolien qui globalement ressort comme étant assez peu impactant, même si les expertises sont toujours... les analyses sont toujours en cours là-dessus. À 4 ans d'une éventuelle mise en service, la population continue à s'interroger. Et il y a les pour et les contre. Je fais partie de gens qui ont, par exemple, acheté à Barbâtre pour voir vue sur la mer et voir l'horizon tous les soirs. Et 80 éoliennes en face de chez moi, ça me chagrine un peu. Nous, on est propriétaires aussi et c'est pas pour ça qu'on va vendre. Et puis les gens, je ne pense pas que ça les empêche de venir à Noirmoutier. On a quand même la vue de la mer et tout. Enfin. Ce projet nous fait un peu peur, car il représente un véritable champ d'éoliennes à 16 km de l'île. Et nous craignons beaucoup pour l'impact sur l'environnement et aussi sur les aspects touristiques de cette île. C'est vrai qu'il y a du pour et du contre dans tous les problèmes, mais il n'y a aucune raison de ne pas commencer à s'orienter vers des énergies renouvelables. Ce projet n'est pour l'instant pas encore entériné et le dossier complet sera déposé le 3 juin prochain devant les services de l'État. La réponse définitive du lancement du projet sera annoncée fin 2018. On passe au sport. À Montaigu, le mondial football se poursuit. Le challenge des clubs débutera ce vendredi avec notamment l'entrée en liste de la sélection de Vendée. Elle sera opposée pour son premier match au Stade Rennais. En attendant, le challenge des nations, lui, continue. Le stade de Mouron-Captif accueillait ce mercredi soir le match Belgique-Japon. Les jeunes Belges ne joueront pas les demi-finales. Ils se sont à nouveau inclinés. Défaite 2-0. Un joueur nippon a fait la différence, Shota Fujio, auteur du doublé. Écoutez l'entraîneur japonais.
En première mi-temps, nous nous sommes procuré de bonnes occasions, ce qui nous a permis de marquer 2 buts. En deuxième mi-temps, on a été un peu plus bousculé par cette équipe de Belgique, mais tout le monde a fait le maximum pour tenir et nous avons réussi à gagner, ce qui est une très bonne chose. Nous, les Japonais, nous n'avons pas beaucoup l'occasion de rencontrer des équipes étrangères. On travaille très sérieusement sur ce tournoi. On le joue à fond car pour des joueurs de cet âge-là, c'est une très belle opportunité. Image et interview signée Aurélien Huard. Et puis toujours en football en national, 29e journée de championnat. Les Herbiers jouent à domicile ce vendredi soir. Ce sera face au Paris FC. Des Parisiens actuellement 9e du classement. Les Herbretais, eux, sont 11e. Ils n'ont pas perdu de match depuis le 24 février. Coup d'envoi de la rencontre à 20h, stade Massabielle. À Challans, une page d'histoire est en train de se tourner. L'école Notre-Dame va être rasée pour laisser la place à un tout nouvel établissement scolaire qui ouvrira dans 2 ans. Les bâtiments actuels n'étaient plus aux normes. Certains datent du tout début des années 1900. Des murs qui ont vu passer plusieurs générations de Chalandais. Alors avant qu'ils ne disparaissent, les anciens élèves et les anciens enseignants ont été invités à pénétrer une dernière fois dans les salles de classe et à consulter les albums souvenirs. Dans les salles de cours, chacun recherche sa photo de classe. Ce fameux cliché, témoignage d'un passé qui aujourd'hui fait remonter quelques souvenirs. Je me souviens parfaitement des prénoms de mes enseignantes d'époque. Maintenant, il y a tellement de photos que pour les trouver, c'est assez compliqué. Vous n'êtes pas encore trouvé ? Non. Et émotionnellement, c'est quand même difficile. Pourquoi ? On retourne quelques années en arrière. Dans la cour de récréation, les souvenirs ressurgissent aussi. À côté des enfants de l'école qui jouent, Maurice et Daniel se remémorent les bons moments. Une plongée 60 ans en arrière. Autrefois, il y a un prunier qui était là. Oui. Et puis après, il y avait 4 tilleuls. Il y a 4 tilleuls. 4 gros tilleuls. Ouais, et tous les mois de juin, je me rappelle, on cueillait le tilleul. Ouais. Je me rappelle. Ah oui, collecte du tilleul. Il y a des bons souvenirs. De bons souvenirs qui remontent aussi à la mémoire de Madeleine Beau. De 1978 à 1996, elle dirigeait les classes de maternelle. Aujourd'hui, elle est heureuse de voir que de nombreux anciens élèves et professeurs sont venus. Je suis très impressionnée par le nombre de personnes qui sont venues. Comme quoi l'école, les premières années, ça marque beaucoup. Des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans les mémoires, mais qui s'effaceront de ces murs. Dans quelques semaines, tous ces bâtiments vont être rasés pour laisser place à une école plus moderne. Toutes les classes sont ensemble. Actuellement, nous sommes sur 5 sites. Donc, pour un travail au niveau de l'équipe enseignante, le travail sera simplifié et plus aisé. Et de plus, pour les parents, ce sera plus pratique. Les parents pourront déposer leur enfant sur un même site. Au total, le futur établissement accueillera 450 élèves pour 17 classes, de la petite section au CM2. Les travaux dureront 2 ans. L'ouverture est donc programmée en septembre 2019. Je vous propose de prendre la direction des Sables d'Olonne à présent pour aller à la rencontre des nouveaux pensionnaires de l'Éco-Zoo. Le parc animalier Sablé a enregistré l'an dernier 46 naissances. Il héberge aujourd'hui plus de 300 animaux, des résidents qui comptent désormais de nouveaux voisins. Le zoo vient en effet d'accueillir une toute nouvelle espèce, le potamochère, un cousin du sanglier originaire d'Afrique. Après plusieurs heures de voyage, 2 mâles ont été accueillis ce mercredi. Nous étions là pour leur arrivée. Regardez. C'est un petit événement qui se prépare au zoo des Sables d'Olonne. Dans quelques heures, en effet, de nouveaux pensionnaires, des potamochères de la famille des sangliers, feront leur entrée dans cet enclos entièrement réaménagé pour l'occasion. Le sol est recouvert d'une sorte de paillis, un mélange d'écorce d'arbres naturels que l'on appelle du mulch. Donc on a différentes sortes de substrats. Donc le mulch d'un côté et puis une zone aussi sablonneuse sur ma gauche qui va leur permettre justement de fourrager tout au long de la journée. Car ce grand mammifère africain utilise son groin puissant pour remuer la terre à la recherche des racines ou d'insectes dont il raffole. Les 2 potamochères arrivent enfin depuis les Pays-Bas.
Un moment que tous les professionnels du parc attendaient avec impatience. L'espèce nous intéressait tout simplement parce qu'on en voit peu dans les parcs zoologiques. C'est une espèce relativement rare, mais qui est très intéressante pour les visiteurs, pour le public. Ça y est, le plus jeune des deux mâles va enfin pouvoir sortir de sa caisse, un peu énervé par le voyage. Ce sont quand même des animaux qui sont facilement stressés lorsqu'ils sont transportés d'un point A à un point B. Donc là, du coup, on les a mis ensemble, ils se sont un petit peu calmés. Le fait d'être ensemble les a un petit peu sécurisés. Et du coup, on va les laisser tranquillement pour éviter de s'en approcher et puis les laisser prendre leur marque petit à petit. Le père et son fils Potamocher vont donc tranquillement prendre le temps de s'habituer aux nouveaux voisins et sortiront bientôt de leur cabane pour profiter de leur nouvel environnement. Et sachez que ces deux Potamochers s'appellent Balron et Yarrow. Avant de refermer ce journal, regardons les prévisions météo pour ce vendredi. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Les maximales resteront douces entre 16 et 18 degrés. C'est 2 degrés de plus que les normales de saison. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce vendredi, dans la grande émission, place à l'improvisation. Adèle Fugère reçoit sur son plateau les coordinateurs du festival Improvision, qui se déroulera à la fin du mois. 11 équipes de comédiens vont s'affronter dans des matchs d'improvisation théâtrale. Pour en savoir plus, rendez-vous à 18h05. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.